Pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui au terme du mois de février, qui marque traditionnellement la reprise pour bon nombre de coureurs avec le premier mois complet de course de la saison. On va donc revenir avant les premiers grands rendez-vous de la saison que sont Paris-Nice et Tirreno-Adriatico sur ces courses de début de saison, qui sont pas forcément des objectifs en tant que tels pour les coureurs, les principaux coureurs du peloton, mais qui sont importantes ces courses pour jauger un peu les états de forme et comment les coureurs amorcent cette saison 2023. On va donc revenir sur les principales performances et se pencher sur Paris-Nice et Tirreno-Adriatico avec nos trois consultants du jour. On commence avec Raphaël. Salut Raphaël. Salut. Alors Raphaël, de retour dans Chasse Patate, ça faisait longtemps, je suis ravi de te retrouver dans l'équipe. Et moi je suis ravi de revenir. On complète l'équipe avec Louis. Salut Louis. Salut Mathieu, bonjour à tous. Et on termine avec Théo. Salut Théo. Salut à tous, très heureux d'être là pour une nouvelle année. Eh ben parfait, vous savez tout, vous avez le programme. Attention au départ à Chasse Patate, c'est parti. Alors avant de parler des favoris, de ce qu'on peut attendre de Paris-Nice et le Tirreno-Adriatico, on parlera aussi des Strade Bianche, on va se pencher sur les courses qui ont déjà eu lieu pour regarder les performances marquantes. Je vous ai demandé chacun de choisir une performance, un coureur, une course, etc. qui vous a marqué sur ce début d'année, début de saison 2023 sur route. C'est Théo qui va commencer. Pour toi, quel est le coureur, la performance que tu retiens particulièrement de ce début de saison ? Bon bah sans aucune surprise en tant que fan de l'auto, je vais parler d'un coureur de l'auto. Avis un peu biaisé visiblement. Oui, absolument, complètement, mais il faut l'assumer. Et du coup je vais parler de Arnaud Delis qui fait un super début de saison, vraiment à l'image de sa saison un peu 2022, où il a continué à en fait être présent partout et à prouver surtout qu'il était quand même bon sur... en fait, c'est vraiment un coursier, quoi. C'est quelqu'un qui se donne, qui n'hésite pas à aller de l'avant. C'est pas un simple sprinter. Et il l'a montré, du coup, sur l'étape de Bellegarde en Bessèges où vraiment il a écœuré Pedersen. Et là, sur le premier diptyque belge avec Lomloop et Kuurne, où vraiment sur Lomloop il paraissait vraiment très fort et sur Kuurne moins fort, mais justement, il a réussi à tenir et à faire quand même une belle place. Donc ça prouve quand même les qualités du bonhomme. Ouais, ça confirme un peu ce qu'on avait déjà vu l'an dernier pour sa première saison de pro. Il avait eu, il me semble, 9 victoires. C'était un des top 5 victoires de la saison dernière, un des plus gros chiffres de réussite pour un néo-pro. Là, direct, il est déjà présent, hein, le taureau Delis. Avec donc 3 victoires, la première étape de l'étoile de Bessèges, où il bat en côte Mats Pedersen et Benoît Cosnefroy, la troisième étape à Bessèges où il gagne sur un sprint plat, et il avait gagné aussi le Grand Prix de Valence en Espagne. C'est ça. Pour la première course. Donc bon, c'est un début de saison costaud, solide. C'est ça, surtout que l'année dernière, il y avait un peu le côté où ils l'ont fait courir un peu partout, du fait de la course au point qu'on a eu, où vraiment il allait sur la moindre course belge et dès que ça pouvait se finir par un sprint, il était là et il grappillait des points. Là, bon, il est pas non plus aligné partout, mais il est quand même pas mal aligné et surtout il performe à chaque fois, quoi. Donc ça fait plaisir à voir. Oui, voilà, c'est assez costaud. Raphaël, t'en penses quoi d'Arnaud Delis sur ce début de saison ? Eh ben justement, Arnaud Delis, j'avais hésité à le choisir aussi parce que l'année dernière déjà, ce qu'il a fait à Bessèges, même si c'était très costaud, et sur la classique à Valence et la classique d'Almeria, pour moi, c'était pas si différent de ce qu'il avait fait l'année dernière. Mais ce qu'il a fait sur le Het Nieuwsblad, pour moi, ça a montré quelque chose que j'ai pas eu l'impression de voir l'année dernière. Parce que l'année dernière, on l'avait pas vu sur une classique flandrienne de niveau World Tour avec vraiment pas tous les meilleurs coureurs de classique flandrienne, mais quand même beaucoup des meilleurs coureurs de classique flandrienne. Il a quand même montré qu'il était finalement déjà parmi les top coureurs sur ce genre de course.
son ascension du mur de Grammont, personnellement, ça m'a bluffé. C'est surtout là, en fait, que j'ai vraiment été surpris. Ouais, puis le coup, ok, il a beau tomber à 60 bornes de l'arrivée, il se fait prendre, dire attaque, enfin, C'est n'importe quoi. En plus, il tombe et il y a personne qui le ramène. Hein. Il y va tout seul, Oui. il rentre tout seul. Et après, c'est lui qui attaque. Enfin, il n'y a rien à branler. Hein. Juste, il n'y en a Non, rien à branler. il est fort comme un bœuf, hein, le Bougain. Comme un Peut-on taureau. comparer ça à la course de Mathieu Van Der Poel sur le Tour des Flandres 2019? Ah, c'est le Het Nieuwsblad, hein, c'est pas le Tour des Flandres. Bah après, il est encore jeune, hein, De Ligt. Hein. Van Der Poel, il avait quoi? Il avait 25 ans à ce moment-là. Ouais, ah non, mais là, Deli, il a quoi? Il a 20 ans, je crois, il va bientôt 21, avoir je crois. 21. Il Ah, il a va, encore 20 ans. il va sur ses 21 d'ici 2 semaines. Ouais, voilà, c'est ça. Louis, est-ce que tu rejoins, t'as été toi aussi impressionné par Arnaud Delis, notamment sur l'Omloop Newsblad samedi, la course d'ouverture du calendrier belge? Ouais, complètement un vrai numéro. Enfin, c'est impressionnant si on regarde le contraste avec la course de Florent Sénéchal, qui lui aussi est victime à un moment donné, qui est ralenti par une chute et qui revient, mais qui derrière est complètement cramé pour le final, alors que Delis, justement, parvient à être acteur du final. Et ouais, c'est assez impressionnant. Moi, ce qui m'a marqué, surtout, c'est l'état d'esprit du bonhomme. Genre, il y a 21 ans, pas froid aux yeux, la tête sur les épaules. Enfin, j'avais regardé son interview après Kurn, où justement il est piégé par la course, enfin, il est dans le peloton qui est derrière, et il pourrait être déçu d'être passé à côté d'une victoire, mais le petit tacle sur les autres équipes en mode oui, bah les autres équipes elles nous ont pas aidé à rouler, elles ont perdu aussi la course. On sent que le mec a la tête sur les épaules, et ouais, c'est un vrai champion à en devenir, et on va en entendre parler pendant quelques années de ce Arnaud Delis. Ouais, on peut dire que l'Autodestiny, ils ont tiré le jackpot, hein, avec Arnaud Delis là pour se relancer. Hein. Il y a besoin un peu de remonter la pente et c'est un coureur extrêmement prometteur. Alors, bon, on va dire, on a souvent tendance à faire des comparaisons un peu par rapport aux coureurs qu'on connaît, à ce qu'on a déjà vu par le passé. À quel coureur on pourrait le comparer? Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le nouveau Boonen, peut-être? C'est compliqué. Hein. J'attends de voir en fait un peu pour le comparer vraiment à quelqu'un. Parce que oui, Boonen, ça pourrait l'être, mais quand même, Boonen, c'est pas n'importe qui. Il faut attendre un peu avant de le comparer à Boonen, j'aurais envie de dire quand même. Donc, ouais, j'attends de voir encore, je pense, 1 an ou 2, et après, on pourra faire une comparaison. Est-ce que c'est Boonen? Est-ce que, je sais pas, là, j'ai pas trop d'autres noms qui viennent en tête, mais ça peut, franchement, c'est un bon coursier, sprinter bourrin, quoi. Oui, voilà, c'est pas en tout cas le coureur qui est pur sprinter comme les Caleb Ewan par exemple, hein, pour prendre une référence au sein de l'équipe de l'Auto Destiny. Arnaud Delis est un sprinter beaucoup plus passe-partout, et puis il faudra voir notamment sur les premières courses World Tour de cette saison. Il n'avait pas énormément couru en World Tour l'an dernier. Là cette année on voit il est notamment prévu sur Paris-Nice et Milan-San Remo sur le mois de mars, donc Milan-San Remo où il sera en duo avec Caleb Ewan d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Donc Caleb Ewan ayant déjà fait 2 fois deuxième à San Remo, ça sera intéressant de voir comment voilà. ce que ça peut donner. Dans ce qui est attendu pour l'instant, après on verra peut-être qu'il y aura des changements de plan, mais faut voir déjà sur Paris-Nice, on y reviendra peut-être tout à l'heure, ça pourra être intéressant à suivre. Raphaël, à toi de continuer ce tour de table. Qui est-ce qui t'a marqué toi sur ce début de saison? Alors moi j'ai choisi de parler de Filippo Ganna, parce que sur le Tour d'Algarve, finalement, il m'a assez impressionné. Alors déjà, il était costaud à San Juan, mais à San Juan, il nous a habitués à faire de belles montées sur l'Alto Colorado. Il a déjà fait 2 fois deuxième à San Juan, et donc là, c'était la 3e fois. Alors, même si cette année, le plateau était peut-être un petit peu plus costaud que sur ses 2 autres deuxièmes places. Et aussi, cette année, il n'y avait pas de contre-la-montre à San Juan. Et aussi, cette année, il n'y avait pas de contre-la-montre, effectivement. Donc et surtout, ouais, sur le Tour d'Algarve... Filippo Ganna, alors autant sur le chrono, on peut peut-être être déçu qu'il n'ait pas gagné, mais bon, il fait 3e derrière Kung et Cavagna qui fait un très gros chrono, donc ça reste un résultat correct. Mais c'est surtout sur l'étape de l'Alto do Malian que je ne m'attendais pas à le voir aussi fort. Filippo Ganna qui fait top 10 au sommet d'une ascension de 2,5 km à presque 10% de moyenne. J'ai trouvé ça très costaud, donc, et pourtant, j'ai pas l'impression que Ganna se soit spécialement affiné par rapport aux années d'avant, ou en tout cas qu'il a essayé de perdre du poids. Donc, je sais pas s'il essaye de devenir meilleur grimpeur, parce qu'on avait déjà entrevu des bonnes qualités en montée sur le Giro 2020 notamment.
Mais moi, j'ai été très impressionné, particulièrement par cette étape du Tour d'Algarve où il fait top 10 sur une montée comme ça, sur une montée très pentue. Après, c'est souvent aussi un coureur qui commence très bien sa saison, hein. On peut dire pour Ouais, Philippe je Ogana, sais, donc, mais en plus, l'année dernière, bon, il avait fait son record de l'heure, il avait fait une performance exceptionnelle, mais globalement, sa deuxième moitié de saison avait été un petit peu décevante à partir du Tour de France. Donc, je me demandais comment il allait repartir en 2023, et bon, je trouve qu'il repart très très fort, et surtout, plus que bon, le chrono et ses performances à San Juan, je suis pas plus surpris que ça. C'est vraiment sa performance sur le Tour d'Algarve, sur les deux étapes plutôt montagneuses. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort. Donc j'avais envie d'en parler parce que à Tirreno, par exemple, je me demande s'il va pas pouvoir jouer la gagne déjà il va jouer la gagne sur le chrono, mais aussi sur les étapes accidentées. Et avec la forme surtout, il peut avoir un rôle déterminant dans la lutte pour le général. Alors, je pense pas qu'il puisse jouer le général parce que l'arrivée au sommet est trop dure, mais dans son équipe, ça risque d'être un facteur déterminant. Et même ensuite, sur la campagne de classique, il va faire Paris-Roubaix comme l'année dernière et Milan-San Remo. Il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, il avait quand même fait une sacrée montée du Poggio. Donc, j'ai hâte de le voir cette année sur Milan-San Remo. Moi, Ghana, En fait, j'ai envie de mettre. Je comprends que tu le mettes, mais j'aurais mis limite presque Ghana et Kung ensemble parce que je trouve en fait, les deux m'ont impressionné. Même si Kung était un peu moins bon sur les deux montées, mais il était quand même, je trouve, assez fort et ouais, impressionnant. En plus, lui, il a remporté le chrono. Donc, c'est comme s'il avait conservé sa puissance en permettant de grimper un peu mieux. Donc, c'est pour ça que j'aurais mis peut-être les deux en même temps où là, il y a deux purs rouleurs à la base qui sont en train de commencer à pas s'alléger, mais en tout cas à devenir meilleurs grimpeurs, quoi. Donc c'est intéressant à suivre. là, tu parles bien juste de la paire sur le Tour d'Algarve, hein. Ouais, de l'Algarve, d'accord, ouais. Ouais, après Kuhn, comme déjà l'année dernière, il a fait une très grosse saison en étant plutôt costaud sur le Tour d'Algarve et en faisant top 5 sur le Tour de Suisse. Bon, même si c'était Tour de Suisse avec plein de coureurs qui abandonnent à cause du Covid, il était quand même costaud en montagne. Ça m'a pas tant sauté aux yeux sur ce Tour d'Algarve. Pour comparer, c'est toujours un peu compliqué de comparer année par année, mais Kung cette année à l'arrivée à l'Alto do Maliao, il finit à 43 secondes. L'année dernière, il finissait à 42 secondes du vainqueur. Alors, cette année c'était Pidcock, l'an dernier Sergio Higuita, mais donc à peu près dans le même ordre d'idée. C'est juste qu'il avait perdu un peu moins de temps sur les étapes précédentes, il me semble, pour finir mieux classé au général, 5e. Louis, pour compléter, continuer le tour de table, Philippe Ogana, il t'a marqué sur ce début de saison, toi, avec ses 2 deuxièmes places à San Juan et un Tour d'Algarve? Alors j'ai été beaucoup plus attentif sur l'Algarve, et justement, on peut comparer entre les différents rouleurs qui ont essayé de perdre le moins de temps possible sur les deux arrivées au sommet. Et par exemple, Rémi Cavagna avait perdu un peu plus de temps. Et moi, je m'attendais par exemple à ce que Ghana saute avant Kung. Et c'est là où finalement j'ai été surpris par Ghana, notamment donc, sur ces deux arrivées au sommet. Et vu la forme qu'il a affichée, je me disais il a explosé le chrono et finalement pas tant que ça, puisqu'il est battu par Kung. Mais ouais, en tout cas, il y a des progrès qui ont été faits sur son profil de grimpeur. Donc ça sera intéressant de voir la trajectoire que ça peut prendre. Est-ce qu'il est capable d'avoir le niveau en montagne qu'ont pu avoir un Rohan Dennis et avec tout le rôle qu'il a pu avoir sur un Giro il y a quelques années en étant très décisif sur les étapes de haute montagne. À voir. C'est intéressant. C'est pas forcément ce qui m'a marqué le plus sur ce début de saison, mais ouais, c'est vrai que c'est à relever. Justement, Louis, toi, pour terminer, qu'est-ce qui est l'événement, la performance qui t'a le plus marqué sur ce début de saison? Alors, on n'est pas forcément sur une performance physique énorme en elle-même, mais on va dire que c'est pour le symbole et parce que c'était quand même attendu par une bonne partie des suiveurs du cyclisme, et notamment les Français. C'est évidemment la victoire de Brian Cocard sur le Santos Down Under. Sa première World Tour, au moment peut-être même où on pensait qu'elle n'arriverait plus, et ben c'est à ce moment-là qu'il surgit sur la 4e étape avec un final sprint en faux plat montant où il excelle, où il était passé si proche de cette victoire sur le Tour en 2016 si je me trompe pas. À Limoges face à là, Marcel Kittel. C'est ça, pour quelques millimètres. Mais cette fois, là pour le coup, il n'y avait pas de on peut pas dire qu'il n'y avait pas de concurrence, mais on va dire qu'il y avait quelques vélos d'écart et que la victoire était bien nette. Et évidemment, pour lui, je pense que ça peut être
un très bon déclic mental pour cette saison et puis pour les dernières qui lui restent à vivre dans le peloton pro. Alors, il est aligné sur Paris-Nice, mais bon, a priori, on va en parler dans quelques instants, et je vois pas d'étape qui peut vraiment lui convenir face à des sprinteurs plus puissants ou des sprinteurs plats. Mais vraiment, sur un critérium du Dauphiné, moi, j'exclus pas de revoir un Brian Cocard relever les bras avec cette victoire qui va lui provoquer un petit déclic mental, je pense. Ah, c'est vrai que pour Brian Cocard, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, enfin que lui aussi attendait, mine de rien, cette victoire en World Tour. C'est vrai que c'est un peu le moment de bascule de ce que tu prenais en référence, la deuxième place à Limoges sur le Tour 2016, où depuis on s'est dit, enfin à partir de ce moment-là, on s'est dit c'est bon, Brian Cocard, il a les jambes pour gagner en World Tour, et à chaque fois depuis, ça marchait pas. Et ouais, on se disait, bon, maintenant il a 30 ans, ça commence à devenir peut-être un peu plus compliqué, il y a la nouvelle génération qui Sa arrive. chance est passée à côté, quoi. Enfin, il est passé à côté de ses chances. Ouais, c'était un peu ça, voilà, puis après on se aussi... refait l'histoire à chaque fois du moment où il aurait pu partir chez Quick-Step. Enfin, on s'est tous refait le fil de sa carrière qui aurait pu être tellement différente. Et voilà, cette victoire va quand même récompenser tous ses efforts. Et même si ça ne reste que le Santos sous Under, voilà, il y a le côté World Tour qui est quand même important et qui lui tenait vraiment à cœur. Et ça s'est vu sur les images d'après course. Il était vraiment content de ça. Et voilà, ça reste une victoire sur laquelle on ne crache pas dessus. Et puis il va la chercher avec la manière, hein. Comme tu disais, il démarre, je crois, alors c'est peut-être à 250-300 mètres, mais comme une fusée, il met une pile à tout le monde au démarrage et personne n'arrive à le suivre. Donc, il y avait un peu plus de millimètres entre Kittel et lui à Limoges. Ouais, là c'était... Ça se comptait en mètres plutôt. Ouais, plutôt en mètres ou en vélo. Qu'il y avait, il faut les convertir en mètres. Ouais, je pense. Moi, je sais pas, il y avait peut-être 10 000 millimètres, un truc comme ça. Non, mais c'était costaud, ouais. Puis c'est vrai que, alors, par rapport à tout ce qui s'était passé pour Brian Cocard depuis 2016, il était à quasiment 50 top 10 en World Tour sans victoire. Donc il y avait un peu ce côté, il y en a tellement à force que ça marchera jamais, et là, enfin, et après même, quitte à vous sortir une autre stat, sur le Tour Down Under, c'est seulement le deuxième français à gagner une étape. Faut remonter à 2000, il me semble. C'était Stéphane Bergès qui avait gagné une étape l'année où Gilles Maignan gagne le général. Sinon, depuis, on n'avait eu aucun français qui avait gagné une étape. Donc, mine de rien, ça faisait plaisir aussi de voir une victoire française à l'autre bout du monde pour commencer la saison. Ça manquait un peu, quoi. Théo, Raphaël, quelque chose à rajouter sur la victoire de Brian Cocard Bon, pas grand chose à rajouter, si ce n'est que c'est du coup la fin du Cocard Challenge, donc un peu déçu quand même à ce niveau-là. Hein. Ouais, bah après, ça fait plaisir que Cocard gagne. C'est un peu dommage que ça se soit fait en World Tour à 6h du matin à l'autre bout du monde et que pas mal de gens n'aient pas pu voir ça en direct, mais bon. Alors, il y a toujours... il y a quand même cette saveur-là, même si on n'a pas pu voir en direct, quand même ce plaisir, et puis partager avec la joie que tu vois de Brian Cocard quand il gagne, bon... Bon, pour finir, on peut pas évoquer non plus toutes les performances, toutes les victoires qu'il y a eu en ce début de saison, mais je veux aussi rappeler les victoires françaises de ce début de saison. On a Kevin Vauquelin qui a remporté de très belle manière le classement général du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, devant notamment Nelson Poles qui avait été très costaud, qui a gagné le Grand Prix La Marseillaise et l'Étoile de Bessèges. Sur cette course, le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, on a vu la victoire sur la dernière étape d'Aurélien Paré-Peintre, d'ailleurs. Et ce week-end, le week-end dernier, on a eu 2 victoires françaises, avec Julien Alaphilippe sur l'Ardèche Classique, qui a gagné pour la première fois depuis juillet dernier. Ça fait une longue période de disette pour lui. Et Anthony Perez, qui a levé les bras sur la Drôme Classique après un magnifique numéro 1 solitaire de quasiment 40 bornes, face au vent, face au vent... Le vent qui était extrêmement présent, qui faisait mal. Mais Anthony Perez a fait mal à tout le monde. Voilà donc pour le bilan. Alors, on va passer à Paris-Nice avec notamment 2 des grands prétendants que vous n'avez pas cités sur les performances marquantes de ce début de saison, à savoir Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, qui ont passé leur temps à gagner à peu près depuis qu'ils ont retrouvé la compétition en ce début de saison. Et quand je vous ai demandé, en préparant ce podcast, messieurs, est-ce que vous voyez une victoire de Tadej Pogačar ou de Jonas Vingegaard? Bon, disons que ma question est tombée un petit peu à plat, puisque vous m'avez tous répondu Tadej Pogačar, donc je vais vous demander pourquoi
pour vous, Tadej Pogačar est le grand favori de ce Paris-Nice? Qui veut se lancer? Théo? C'est pas simple à dire parce que moi je trouve que c'est surtout parce que enfin voilà quoi, c'est Pogačar, il a connu genre une faille l'année dernière quasiment et puis sinon il gagne tout, il roule sur tout le monde et vu comment il a commencé l'année, ça risque de passer comme ça. Alors certes, Vingegaard il en est à 4 sur 4, voilà blablabla, mais c'était le Grand Camino, il y avait quand même pas grand monde et puis ouais non genre Pogačar est plus complet, plus je sais pas moi c'est celui qui en fait si ouais c'est ça, c'est si tu dois parier sur quelqu'un c'est Pogačar. S'il participe c'est Pogačar, après le reste tu vois après. Raphaël? Pogačar, Je suis d'accord, il est beaucoup plus complet en fait. Et puis surtout, on est à la période de l'année où il est tout le temps injouable. Bah, En 2021, il éclate tout le monde à Tirreno. L'année dernière, il réécrase tout le monde à Tirreno, dont Vingegaard. Il s'est fait battre une seule fois par Vingegaard, c'était sur le Tour de France, avec un enchaînement de jours, avec des conditions. Bon, après, c'est pas que Pogačar déteste la chaleur et le soleil, mais on sait que quand il fait froid et ou humide, il est particulièrement bon. Sur Paris-Nice, il y a des chances que ce soit comme ça. Puis ouais, il a quand même plus de punch que Vingegaard. En plus, depuis le Tour de France l'année dernière, je trouve qu'il a l'air beaucoup plus, pas plus affûté. Il était déjà assez affûté avant, mais j'ai l'impression qu'il est plus fin qu'avant. Donc peut-être aussi que sa deuxième place sur le Tour derrière Vingegaard l'a conduit à peut-être changer un petit peu physiquement pour être, je sais pas, pour être un peu plus fin et être un peu moins gazier, un peu plus grimpeur. Pour être sûr, entre guillemets, de battre Vingegaard. En tout cas, ouais, pour moi, physiquement, c'est le meilleur. Après, ce qui peut faire la différence en faveur de Vingegaard, c'est le chrono par équipe. Parce que la Jumbo, bon après, on n'a pas encore la start list complète, mais a priori, la Jumbo, pour moi, c'est supérieur à la UAE Emirates sur le chrono par équipe. Et dans les bordures aussi, je pense que Vingegaard sera mieux accompagné, puisqu'a priori, il y aura des gars comme Laporte, Van Hooijdonk. Donc ça devrait être bien costaud. Après, voilà, la UAE, comme ils n'ont pas encore mis toute leur start list, c'est un peu compliqué de faire des conjectures de ce point de vue-là. Oui, voilà, pour l'instant, on n'a pas encore les start list complètes. Paris-Nice, ça commence dimanche, il a le temps de couler de l'eau sous les ponts. Et tu fais bien aussi de préciser un peu la spécificité de ce Paris-Nice 2023, à savoir la présence d'un contre-la-montre par équipe. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu ça sur Paris-Nice. Et ça suffisait pas, puisqu'il a fallu ajouter une nouvelle nouveauté dans la nouveauté, puisque ça sera pas un chrono par équipe traditionnel, puisque les temps seront pris sur chaque coureur, alors que jusqu'à présent c'était un contre-la-montre par équipe traditionnel comme on a l'habitude d'en voir. Les temps sont pris sur en général le 5e coureur, il me semble. Ça peut changer un petit peu, mais ce n'est pas pris sur le premier coureur, donc là ça sera le cas sur Paris-Nice. Chaque coureur aura exactement le temps qu'il a à l'arrivée, donc c'est-à-dire que par exemple Tadej Pogačar peut finir tout seul, ça sera pas un problème. Il aura son temps à lui tout seul. Hein. Il va arriver tout seul. Alors je vois pas un monde où à la fin là il commence pas à réenclencher les watts et à lâcher tout le monde. Hein. Bah a priori toutes les équipes quand un leader qui joue le général vont faire ça. Alors le leader va sprinter à la fin. Ouais, ça va être marrant à voir. Ouais, bah après, je sais pas, c'est vraiment. Moi, je suis pas fan de ce genre d'innovation complètement artificielle. Bon, même si ça devrait être fun. Pas faites ça sur les Hammer Series, quoi. Pas sur une vraie course. Bon, après, est-ce que ça changera grand-chose? J'en suis pas persuadé. Oh bah non, parce que de toute façon, à l'heure où ça sera, je pourrais probablement même pas le regarder. Donc, ça permettra juste à des équipes qui sont un peu justes de finir à 4 ou à 3 au lieu de devoir attendre un ou deux types. S'il y a des coureurs qui sont un peu justes, bon, voilà, en tout cas, ça reste un peu gadget, c'est pas ça qui fera basculer ce Paris-Nice, à moins que on aura peut-être des surprises si ça se joue à quelques secondes. Louis, pour revenir sur Tadej Pogačar, et on a eu les arguments de Raphaël qui nous dit notamment Tadej Pogačar, il est dans la période de la saison qui lui convient le mieux, et Louis, sur ce qu'on a pu voir de ce début de saison, est-ce que Tadej Pogačar a été particulièrement impressionnant pour toi? Oh bah oui, quand on regarde le ratio jour de course, victoire, oui, c'est impressionnant. Et puis toi avec la manière, c'est quand même, il est maître, il est seul au monde sur son vélo. Ses victoires, elles sont toutes impressionnantes, que ça soit en termes de puissance, en termes d'efforts longs. La course espagnole avec les chemins de terre où il part tout seul à
à 40 km de l'arrivée, je ne sais plus précisément, mais et malgré une crevaison, enfin, il n'y a aucune chance d'aller le chercher. Enfin, on voit qu'il est dans une forme énorme. Et en plus, il y a cet aspect où finalement, je crois qu'au départ, il devait faire l'Estrade Bianche. Et finalement, il se rétracte pour vraiment s'axer sur Paris-Nice. Alors, au départ, il Et, devait faire l'UAE Tour, puis il a dit non, je vais rester en Europe, puis il devait faire l'Estrade et Tirreno, finalement, il a dit non, je fais Paris-Nice. Ah, il avait dit Ouais. je veux essayer le doublé Stradé Paris-Nice et finalement il a dit non, je fais que Ah, d'accord. Paris-Nice. Ok, donc j'avais pas pas les infos complètes. Bon, c'est vrai que c'est peut-être plus sage de faire que Paris-Nice et pas Stradé Paris-Nice. Donc, je pense qu'il a vraiment une volonté d'aller chercher ce Paris-Nice. Mais vraiment, genre, pas l'objectif numéro 1 de sa saison, on va pas abuser non plus. Mais c'est une course qu'il a envie d'aller chercher. Je pense que ce mec-là, il a tellement un mental de gagnant qu'il a envie de gagner toutes les courses possibles. Et en plus, avec son profil de coureur où il est capable de gagner sur tous les terrains, je pense qu'il a vraiment un surplus de motivation pour cette course. Et moi, en tout cas, il n'aura peut-être pas forcément le maillot de leader à la 3e étape. Vous avez parlé notamment du contre-la-montre par équipe qui risque de donner un petit avantage au départ pour la Jumbo. Mais par exemple, moi, je l'attends très très fort sur la dernière étape où il va être capable de renverser des situations, de faire une course folle. J'espère qu'on aura l'accès aux images pour voir cette étape qui est souvent, on voit souvent que la fin alors que le début est souvent assez fou. C'est comme la dernière étape du Dauphiné. Voilà, en tout cas, moi j'attends Pogacar également sur cette étape. Si, imaginons, il a 20-25 secondes de retard sur Vingegaard, il est capable de tout envoyer dès les premiers cols de la journée. J'ai plus les noms en tête, mais voilà, il est capable de retourner la situation sur la dernière étape. Ne t'inquiète pas qu'on aura largement de quoi s'impatienter sur le début d'étape traditionnelle de Nice en lisant seulement les tweets et les infos sur internet pendant qu'on regarde Rex à la télé. Donc... C'est ma crainte. Ne t'en fais pas, ça arrivera. Ben, ça tombe bien qu'on parle de la dernière étape parce que justement pour moi c'est le facteur qui peut-être ça a 1% de chance d'arriver mais qui peut-être permettre à un autre coureur que Pogacar ou Vingegaard de gagner la course. Dans la mesure où si Pogacar et Vingegaard sont vraiment 3 jambes au-dessus et qu'il y a un écart assez faible entre les deux avant la dernière étape, ils peuvent peut-être se regarder énormément et il y a un 3e coureur qui arrive à s'en aller à un moment et aucun des deux a envie de rouler derrière. Mais à mon avis, ça a 1% de chance d'arriver. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une situation qui peut arriver. Genre, je sais plus, c'était qui? C'était pas Delacroix qui à un moment avait fait Il avait failli gagner le général, ouais. Il avait failli... Ouais, c'est ça, il avait failli gagner le général en partant de loin. Enfin, c'est propice à ça. C'était Marc Soler aussi, qui avait gagné parce que derrière, ça roulait pas dans le groupe où il y avait Ah, Simon Yates. Ouais, il y a aussi ça, je crois aussi. Donc voilà, c'est quelque chose quand même qui arrive. Donc en vrai, à voir. Mais le truc, c'est que s'ils sont tellement au-dessus des autres que, genre, en fait, quand ils vont se mettre des peignets, bah, ils vont reprendre 1 minute 30 par attaque et bah. Et du coup, les écarts, ils vont être réduits drastiquement, on va dire. Après, ce qui peut arriver aussi, c'est par exemple une énorme échappée se forme avec des mecs qui sont entre la 5e et la 15e place à, je sais pas, 1 minute 30. Et aucune des deux équipes, ni Jumbo ni UAE, ne veut rouler derrière. À voir. Ça, c'est un autre scénario. C'est les deux seuls scénarios où je vois Pogacar, Vingegaard se faire battre. Après, il faudra voir les écarts après l'étape de l'arrivée au sommet, voir s'il y a des mecs qui sont à moins d'1 minute ou pas. Enfin, ça va dépendre énormément de ce qui se sera passé les étapes précédentes, c'est sûr. Ça dépend mais ouais, on n'est pas à par l'abri de surprises. Ouais, exactement. La course est intéressante à suivre. Et du coup, bon, même si on imagine déjà un duel entre les deux monstres, il y a une 3e place qui est en jeu pour le podium et qui sera intéressante à suivre avec pas mal d'outsiders. Ouais, et puis des outsiders qui sont en forme en plus. Enfin, Simon Yates, par exemple, il est tout le temps en très bonne forme à ce moment-là de l'année. D'ailleurs, je le vois pas finir à plus d'1 minute de Pogacar, Vingegaard sur l'arrivée au sommet parce que à chaque fois, il est vraiment très très fort à ce moment-là de l'année. Il y a Daniel Felipe Martinez qui a gagné le Tour d'Algarve, David Gaudu qui a montré une très bonne forme. Donc là, il y a, même derrière Pogacar et Vingegaard, en fait, il y a plein de super bons coureurs. C'est juste que le plateau de Paris-Nice cette année est tellement bon que ces coureurs semblent devoir se résigner à jouer la 3e place. Donc du coup, si je comprends bien, pour vous, la victoire, ça sera Pogacar ou Vingegaard à 99%. Bah, a priori, c'est sous le papier, mais le cyclisme nous réserve tellement de surprises que finalement, on ne sait pas, ça se trouve, première étape, il y a des bordures, ça chute,
un des deux, voire les deux, sont out et on n'a pas du tout la même course. Enfin, on peut, de toute façon, c'est tout l'intérêt d'analyser des courses, c'est qu'on peut faire toute l'analyse par un bout ou par un autre. La course, elle est différente et même si voilà, on s'attend à ce duel, il y a une petite hype autour de ce duel, parce que là, il y a l'aspect revanche du Tour. Voilà, on ne sait jamais, on verra bien. Paris-Nice, c'est souvent une course assez spectaculaire avec des scénarios de course assez intéressants. Donc, ouais, même si sur le papier, on attend le duel Pogacar-Vingegaard, attention, faut pas, voilà, ne serait-ce que ne pas se marquer entre eux et que d'autres larrons viennent tirer leur épingle du jeu. Ah bah tout à fait, on peut carrément avoir une surprise. Bah oui, même une chute ou une bordure avec les coureurs piégés, même si une bordure, franchement, j'ai du mal à y croire, parce que Pogacar, à part le Tour 2020, la bordure, c'était vers l'Avor, si je me souviens bien. J'ai aucun souvenir de bordure où Pogacar se fait piéger. Oui, et puis Vingegaard aura la jumbo pour bien le placer, donc ça sera plutôt... Ouais, voilà, Vingegaard aura la jumbo et Pogacar, bon, il aura lui-même pour bien se placer tout le temps, quoi, parce que franchement, quand il est en ça forme, suffit. Pogacar, il est tout le temps dans les 15 premières positions. Donc, Mais du coup, alors bon, vous m'avez beaucoup parlé de Pogacar et Vingegaard, et notamment beaucoup de Pogacar premier, donc visiblement Vingegaard deuxième. Pourquoi Vingegaard ne gagnerait pas face à Tadej Pogacar? Parce que lui aussi a fait un très gros début de saison, hein. Il est pour l'instant invaincu. Hein. en fait, pour les mêmes raisons que celles qu'on a dit que Pogacar allait gagner contre lui, je pense. Enfin, je sais pas trop ce qu'on peut ajouter de ce point de vue-là. Disons que Vingegaard est moins complet, on a dit Pogacar plus complet, et puis après Vingegaard, il a fait un super début de saison, mais le plateau était pas du tout le même que sur la course, que sur le Tour d'Andalousie, où Pogacar a vraiment montré que c'est bon, il était déjà au taquet. C'est vrai que bon, Pogacar, il était face à notamment, je vais reprendre le classement général du Tour d'Andalousie, mais il y avait Mikel Landa derrière, il y avait Carlos Rodriguez, Mas. Enric Mas, Daniel Caruso, alors que bon, sans faire offense à ces coureurs-là, Jonas Vingegaard sur le Grand Camino, il devançait Ruben Guerrero, Jesus Serrada, c'est pas le même calibre, c'est pas des coureurs qui vont se battre pour un top 5, un podium de Grand Tour, donc c'est un petit peu inférieur. Donc bon, ça peut nuancer en effet la domination de Jonas Vingegaard sur le Grand Camino, mais bon, il a tout à fait ses chances. Ça va surtout se jouer quoi, peut-être prendre un peu d'avance par rapport à Pogacar sur le chrono par équipe et faire attention, pas perdre de temps, faire attention notamment à l'étape de la Couilleule où il peut y avoir d'autres moments, d'autres étapes avec des écarts entre les deux. Bah, la dernière étape. Oui, l'étape de Nice, ça traditionnellement. Selon la manière dont ça se court après, parce que. Et puis la météo, enfin, si on a une course débridée par la pluie, le vent, enfin, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer la course. Si on a de la pluie, la course, elle peut être dantesque. De la pluie en France en ce moment. Moi, j'ai. Ouais, ça fait quelques jours qu'il pleut, c'est bon, ça arrive pour Paris-Nice, on a fait le stock de pas pluie, là on va tous prendre sur la gueule. J'ai des souvenirs d'étapes à Nice avec des routes un peu glissantes, des descentes un peu tortueuses. Attention, enfin voilà, il y a pas que les montées, il y aura aussi les descentes. Et Pogacar excelle dans cette discipline normalement, quand il ne part pas à la faute. Sur Paris-Nice, c'est même assez. Bon, moi, j'ai souvenir de plusieurs fois ces dernières années où la dernière étape est pluvieuse. Il y a eu l'année dernière, il y a eu aussi l'année où Marc Soler gagne. Oui, donc. Ça aussi, ça peut jouer. C'est pas toujours la course au soleil. Non, bah, heureusement que c'est pas toujours comme ça. Mais sinon, t'as demandé sur quelle étape il pourrait y avoir des écarts entre les deux. Bah, éventuellement, l'étape de la Colle-sur-Loup, même si je serais étonné, c'est pas impossible non plus. Bah, un Pogacar avec du retard, je pense. Essayer d'attaquer de loin et de bourriner. C'est quelque chose d'envisageable. Après, en fait, là, c'est comme Louis a dit, c'est beaucoup de. Enfin, on imagine beaucoup de scénarios dans notre tête, mais finalement, c'est compliqué à voir parce que ça reste encore le début de saison. Il y a deux grands favoris, mais il peut arriver vraiment énormément de choses. Et franchement, tout peut arriver, dont une attaque là, du coup, sur la Colle-sur-Loup à 50-70 bornes de l'arrivée. Et puis après, il faudra aussi surveiller. La première arrivée au sommet sur la 4e étape, la Loge des Gardes, qui fait 6 km 700 à 7%. Ça sera un premier juge de paix
pour les grimpeurs et déjà peut-être des premiers écarts. Ça sera moins long que le col de la Couillole le dernier samedi, mais il y aura de quoi faire des écarts en tout cas, c'est certain. Puis il y a les bonifications, il y a des sprints bonus qui peuvent être placés des endroits un peu stratégiques. Donc, Alors j'ai pas de sprint bonus qui sont. enfin, des sprints intermédiaires, mais non. Ouais. Ah oui, non, je dis non. Il n'y a pas 3-2 et une seconde de bonus au sprint intermédiaire? C'est ce que je me demandais en fait justement. Alors, il y a des bonifications. Alors pour les bonifications, c'est 10 secondes, 6 secondes et 4 secondes à l'arrivée, et à chaque sprint intermédiaire, 6 secondes, 4 secondes et 2 secondes. Ouais, tu vois, sur la première étape, là, la Verrière, il y a un sprint intermédiaire à 5 bornes de l'arrivée sur une côte. Donc je pense que tu vois, bon, on devrait s'attendre peut-être à un sprint en comité réduit. Mais Ouais, et puis un sprint qui va pas s'arrêter après la côte alors, hein, parce que ouais, mais enfin, c'est aussi faut proche voir, de hein. l'arrivée. Mais c'est vrai que en fait tous les sprints intermédiaires de Sparini se sont placés à des endroits stratégiques plutôt Mm. sur la fin de l'étape, ou alors à des sommets de montée, comme par exemple c'était sur l'étape de Saint-Paul-Trois-Châteaux, c'est au sommet d'une montée qui a 50 bornes de l'arrivée, mais c'est peut-être l'occasion Ouais, mais s'il y a plus il y aura d'échappées. peut-être des échappées. Il y aura des échappées, je pense, sur cette étape. À ce moment-là de la course, il y aura sûrement des échappées. Oui, là peut-être, voilà. Mais en tout cas, il y a, en effet, comme tu dis, le coup de aller chercher à se battre pour des bonifs, ça peut rentrer en compte aussi. Donc ça sera... il faudra suivre ça en tout cas. Il y a un sprint intermédiaire sur une ligne droite exposée au vent. Ça, c'est un bon point stratégique, ça. Alors j'ai pas ce niveau de détail là, je suis désolé Raphaël. Merde alors. Et puis pour prévoir qu'il y aura du vent de côté le jour-là, faut être très fort quand même. Oh, je sais pas, quand t'es dans la région centre, tu considères que ce sera du vent d'ouest, et quand tu vois un endroit qui est entre deux forêts où il y a des champs autour, bah, tu fais un sprint intermédiaire. Je veux bien essayer de te commander du vent de côté, mais j'aurais du mal. Hein. Aïe aïe aïe. Bon, sinon, pour finir sur le classement général, alors vous avez un petit peu évoqué les autres prétendants qui pourraient venir se mêler à la lutte, pourquoi pas, hein. En tout cas, il y aura une place sur le podium, au moins une à prendre. On va avoir du Simon Yates, Daniel Felipe Martinez, pourquoi pas Mathias Kielmose ou Jack Egg, et côté français notamment David Gaudu, Romain Bardet. Il y a de quoi faire une petite question comme ça, un podium français, une place sur le podium, c'est faisable? Sur le niveau que David Gaudu a montré sur ce début de saison, je pense qu'il en est capable, même si la concurrence est vraiment costaud. Hein, parce que Là, ça va être le chrono qui va faire peur pour Gaudu. Ouais, c'est vrai. Parce que vu C'est que vrai c'est pris que- sur chaque coureur, il va falloir qu'il suive Kung à la trace. Hein. Ouais, mais t'as des bons rouleurs hein, dans l'équipe. Hein. T'as Kuhn, t'as Oui, Desmar qui c'est va ça. pas trop mal, t'as Géliette. Scott Ah non, Sun. déjà- ça, bien sûr, mais vu que c'est pris sur chaque coureur, faut pas qu'il en fasse de trop et qu'il reste plutôt voilà, qu'il s'économise un peu pour pouvoir suivre Kung à la fin. Quoi. C'est ce Après, que je disais. ne t'inquiète pas, je pense pas que Stefan Kung ira le lâcher dans le dernier kilomètre. Hein. Je pense pas non plus. Mais du coup, c'est peut-être qu'il ralentit. Enfin, voilà. Je Il pense fera que peut-être sa spéciale, Kung, il roulera, il se retournera pas, il se rendra pas compte qu'il l'a Non, lâché. ça c'est Philippe Pogana sur la piste. C'est différent. Bon, pour finir, parce que Paris-Nice, vous l'avez dit, il y a un gros plateau, et ça concerne aussi les sprinters, où on a tous les sprinters costauds gaziers qui seront au départ. Ils auront 2-3 sprints à se mettre sous la dent, donc ça peut être intéressant. On a pêle-mêle Tim Merlier, Arnaud Delis, Sam Bennett, Arnaud Demar, Olaf Koy, Mats Pedersen, Alexander Christophe, Caden Groves, Brian Cocard, et la liste peut être encore longue. Est-ce que vous avez un favori, un coureur qui peut se détacher du lot parmi tout ça? bon, le plus Non. rapide, c'est Tim Merlier. Mais le problème, c'est que toutes les étapes lui conviennent pas. Donc, je pense que oui, c'est Tim Merlier qui sera le plus rapide. Mais après, c'est même pas sûr que ce soit lui qui en gagne le plus. Raphaël? Bah oui, voilà, je suis d'accord avec Théo. En fait, Tim Merlier, a priori, en point de vitesse, c'est le meilleur. En plus, il a le train de la Quick Step. Mais sur Paris-Nice, en général, c'est des sprints après une course de costaud. Donc, je suis pas sûr qu'il soit si fort que ça. Ça va être. Moi, je suis impatient de voir Arnaud Delis sur des sprints face à vraiment un gros plateau, sur des sprints plats. Est-ce que vous sentez l'attaque d'Arnaud Delis dans le final de la première étape pour- Avec Tadej Pogacar, ouais. Ah, ça c'est pas mal. il y a moyen. Franchement, si ça arrive, c'est super. Ah bah, comme il y a quelques années, Desmar avec Pinot Alaphilippe. et Alaphilippe. Démarrer à la C'était Philippe. pas Ouais. Pinot. Ah, il n'y avait pas Pinot, il y avait que Ah, Alaphilippe. C'était Tony Galopin qui avait attaqué et Desmar avait contré Ouais. avec Alaf. Oh la Ah, putain, précision. j'oublie les attaques de Tony Oui. Galopin. Aïe, 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 ça se perd. Hein.
Non, pour la précision, c'est Galopin qui attaque. C'est Alaf qui compte Alaf qui et contre Arnaud et Desmar qui revient. et Débarque pardon. qui revient au train juste à la Oui, fin. c'est vrai, je m'en rappelle maintenant. Et Alaf qui lance le sprint en premier contre Desmar, hein, quand même. Il a même pas Ouais. peur. C'était ça. Bah voilà, peut-être que ça arrivera là sur la première étape. Ah, ce serait pas mal. Bah, peut-être qu'il y aura encore Desmar d'ailleurs. C'est ça. Peut-être, hein. Le sprint moyen. Pogacar de Lidemar, Avec remporté par Pogacar qui Pogacar, gagne, évidemment. évidemment. Alors là, déjà, mais le groupe Eto et Twitter avec explose, hein. Ça, je vous préviens. Ah, on aura Mats Pedersen aussi dans le genre, hein, franchement. Ouais, c'est vrai. Ah, il y a de quoi. La petite côte à 5-6 km de l'arrivée sur la première étape, franchement, ça va être folklorique à mon avis. Et pour peu qu'il y ait eu du vent avant, avec une course de guerriers et un groupe de 30-40 coureurs maximum qui se détachent, enfin voilà, on peut imaginer plein de scénarios de course. Je pense que ça se finira entre costauds et donc Deli et Pedersen, en tout cas sur cette première étape, ce sont des gros clients. En vrai, sur Ouais, la première bah, étape, il y a après, peut-être même moyen que Jumbo fasse le coup en mode. Genre justement sur la petite côte à 5 bornes, ils font leur Ouais. train Van Hooijdonk, Coy et Laporte qui lance Laporte. Vingegaard. Et après, ils tentent de finir comme ça. Hein. ouais, bah après, il y aura Pogacar pour leur revenir dessus. Tu vois, l'année dernière, il n'y avait pas Pogacar, donc il pouvait partir à 3. Mais là, Pogacar, même s'il est en 70e position au pied, il y reviendra. Alors, Raphaël, tu me parlais tout à l'heure de est-ce qu'il y a un sprint intermédiaire en ligne droite au milieu exposé au vent. Alors en tout cas, j'ai une arrivée qui sera bien en ligne droite, Fontainebleau, une dernière ligne droite qui fera plusieurs kilomètres. Donc ça sera bien sympa. Voilà, si tu veux pour l'organisation des trains des sprinters, tu auras de quoi te régaler sur cette deuxième étape. Ok, bah j'espère que c'est pas trop large, que ce sera pas un sprint à la UAE Tour, parce que sinon, c'est pas cool. Je te rassure, en France, on n'a pas des routes qui font 20 mètres de large. Y a pas de souci. Ouais, c'est vrai. En tout cas, pas au milieu des villes de 20 000 habitants, quoi. Oui, ça c'est sûr en tout cas. Bon, en tout cas, du coup, il y a un gros plateau de sprinters, il y aura de quoi faire. Enfin, un gros plateau, pas que de sprinters. Hein. Ça sera très intéressant à suivre. Alors comme ça, est-ce que c'est plus Paris-Nice ou Tirreno-Adriatico que vous attendez cette semaine? En Paris-Nice. Ouais, Paris-Nice également, quand même. Théo? Ouais, Paris-Nice aussi quand même. Eh ben ça tombe bien, on va parler de Tirreno-Adriatico maintenant. Voilà, on a très bien conclu Paris-Nice, on va passer à l'autre course par étape qui va du coup être plus ouverte hein, pour le général vu qu'il y aura pas Pogacar et Vingegaard. Là, il y a du choix niveau prétendant au général, c'est pour ça que là cette fois, je vais vous laisser chacun me dire votre favori. Raphaël, tiens, à toi de commencer. Qui est-ce que tu vois? Quel est ton favori pour remporter Tirreno-Adriatico? Eh bien, j'ai pas mal hésité entre deux leaders de la UAE, entre deux de tous les leaders de la UAE, et j'ai choisi Adam Yates, parce que déjà, je trouve que le parcours lui convient plutôt pas mal. Il y a juste un chrono de 10 km pour commencer. Adam Yates, il est ni très bon ni très mauvais en chrono, donc ça devrait pas l'embêter plus que ça. Et derrière, il y a deux étapes pour Puncher et une arrivée au sommet en montée sèche, donc a priori, voilà, c'est un bon parcours pour lui. Il a une équipe très costaud. Et bon, il a montré sur l'UAE Tour, il était en forme comme d'habitude. Et en général, à cette période de l'année, et sur les courses d'une semaine, il est plutôt très costaud. L'année dernière sur Paris-Nice, c'était pas incroyable, mais il était pas mal à ce moment-là de l'année. La seule fois où il est venu à Tirreno, c'était en 2019. Et il avait fait podium. Et non, mais il avait même failli gagner d'ailleurs. Il avait terminé deuxième à une seconde de Roglic. Donc voilà, il était très fort. Donc je pense qu'il arrivera en top forme. Et a priori, s'il arrive en top forme, bah, je le vois bien gagner sur l'arrivée au sommet et prendre le maillot de leader ce jour-là. Et le lendemain, avec son équipe, bah, pour l'instant, ils annoncent Formolo, McNulty, Almeida, Vine, Ulissi et Covey. Donc je pense que sur l'étape du lendemain, qui est une étape très accidentée, bah, l'équipe UAE aura largement de quoi garder le maillot de leader. Disons qu'il y a du matériel pour faire une grosse course d'équipe, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Si jamais ils sont pas en tête du classement général et qu'ils veulent prendre la tête, soit avec Yates, soit avec Almeida, soit avec un autre coureur qui aurait fait une belle montée la veille, ils peuvent. Et si jamais Yates a gagné l'étape de la veille, ou Almeida d'ailleurs, mais bon, moi je pense que Yates est le meilleur coureur, le meilleur grimpeur de l'équipe, a gagné l'étape de Sarnano Sassoteto et leader, bah ils ont largement de quoi contrôler la course pour garder le maillot de leader. Et Louis, Théo, qu'est-ce que vous pensez, vous, de votre côté, d'Adam Yates? Je pense qu'il est dans une très grosse équipe, parce qu'ils ont vraiment mis tous les grimpeurs.
mis à part Maïka et Pogacar. Donc comme tu dis, ça peut être Almeida, ça peut être Yates. C'est vrai que j'ai tendance à plus voir Yates parce que il a été plus impressionnant qu'Almeida en début de saison. Après, il fait partie des favoris. C'est pas le mien, mais franchement, ouais, ça fait partie un mec que je vois sur le podium quasiment assurément, quoi. Et pour revenir sur les courses de début de saison, Adam Yates, il s'est bien mis en confiance sur l'UAE Tour, puisqu'il a remporté la dernière étape, il fait 3ème du général, parce qu'il avait été piégé dans des bordures où était devant Remco Evenepoel et Luke Plapp notamment. Mais donc sur la montée de Jebel Afet, c'était lui le plus fort dimanche dernier. Donc il y a aussi ce côté-là de, ok, on sait qu'en montagne il est en forme, il est là, mais si bon, l'UAE Tour, il maîtrise. Tirreno, en général, il est pas trop mauvais. Donc il y a moyen qu'il aille chercher cette victoire, on verra au sein de l'équipe UAE qui a, en tout cas pour l'instant, annoncé comme avec plusieurs coureurs qui peuvent se disputer le leadership. Et d'ailleurs, j'ai fait une erreur. J'ai dit la seule fois où il est venu à Tirreno, c'était en 2019. C'est pas vrai, c'est la dernière fois qu'il est venu à Tirreno. Mais il était aussi venu les années d'avant. Par exemple, en 2018, si mes souvenirs sont bons, il gagne une étape et il fait aussi 2e de l'étape pour Puncher. Et il avait fait un très bon Tirreno aussi. À l'époque où il était encore chez Mitchelton, Orica. Voilà, c'est ça. Mais bon, dans mes souvenirs, à chaque fois qu'il est venu, il a été plutôt très bon. Donc, pour te dire, il a participé 4 fois, il a fait 2ème en 2019, 5ème en 2018, 9ème en 2015 et 19ème en 2016. Voilà. Mais je crois qu'il participe aussi en 2017. Ouais, voilà, il participe aussi en 2017, il fait 3ème de l'arrivée au sommet, il abandonne le lendemain. Ouais, tout à fait. Donc bon, à chaque fois qu'il vient, il est bien en forme, donc je pense que c'est un bon candidat pour la victoire finale. Voilà, il y a de quoi faire. Louis, de ton côté, après Adam Yates pour Raphaël, quel est ton favori, ton prétendant à la victoire pour Tirreno? Alors, mon favori, c'est Enric Mas. Déjà, tout simplement parce qu'il a fait une bonne prestation sur le Tour d'Andalousie, où il est finalement le meilleur derrière Pogacar. Donc, le meilleur des autres, c'est quand même déjà un gage d'une bonne forme. Oui, puis Et, surtout je trouve que... meilleur des autres, il a quand même bien tenu Pogacar, hein, à part sur, Ouais, je crois que c'était la première étape où il était dans le groupe derrière et il perd du temps sur une crevaison, il me semble. Sinon, c'est ça. Ouais, donc il est en bonne condition, même s'il a peut-être un peu moins de jours de course que Adam Yates, encore que. Ça doit faire kiff-kiff, mais 5 contre 7. mais ouais, bon, voilà, donc c'est à peu près la même chose. Et ouais, non, je le sens bien. Et puis même dans la continuité de sa bonne fin de saison 2022, avec de très bons résultats sur les courses italiennes, ouais, je le sens plutôt bien. Et le parcours lui correspond. Le chrono est pas trop long, donc il arrivera à limiter la casse. Donc ouais, Enric Mas, pour moi, capable d'aller chercher sa deuxième victoire sur un classement général en World Tour après le Tour de Guangxi en 2019. Si on peut parler d'une vraie course World Tour, je ne sais pas, mais voilà. Oui, disons que Tirreno Adriatico est un petit peu plus prestigieux que le Tour de Guangxi. Et disons que si un Français gagnait le Tour de Guangxi, on considérerait quand même qu'un Français a gagné une course par étape World Tour. Ah oui, parce que ça reste le label World Tour et on prend quand même, mais... Voilà. Et Raphaël, justement, qu'est-ce que tu penses, toi, d'Enric Mas pour ce Tirreno Adriatico? Moi, je suis d'accord avec Louis sur le fait qu'Enric Mas soit vraiment en bonne... Enfin, il a l'air d'être en bonne forme parce qu'il a fait un très bon Tour d'Andalousie derrière Pogacar, comme il a dit, dans la lignée de sa fin de saison l'année dernière. Et pour moi, je le vois vraiment parmi les tout meilleurs sur l'arrivée au sommet. Peut-être même gagner. Pour moi, c'est un des favoris pour la victoire d'étape ce jour-là. Mais même si, bon, on n'a pas encore la start list complète, donc c'est pas possible de se prononcer là-dessus. Mais je mets un bémol sur son équipe. Le lendemain de l'arrivée au sommet, il y a une étape vraiment très accidentée où ça peut péter d'assez loin. Si Enric Mas est leader au départ de cette étape et que des équipes comme UAE ou Ineos aussi, qui viendra quand même avec Pidcock et Arensman pour le classement général. Donc Arensman, il n'a pas fait un début de saison incroyable, mais Pidcock, il était quand même très costaud en Algarve. Et, enfin, de ce que j'ai vu sur les déclats qu'il a fait en début de saison, Pidcock, apparemment, il est vraiment convaincu qu'il peut gagner des courses comme Tirreno ou des courses comme ça. On va voir, mais voilà, si des équipes comme Ineos, comme UAE, décident ou même Bora d'ailleurs, hein, qui vient avec Jay Hindley par exemple en leader,
décide de mettre la pagaille sur l'étape qu'il y a au lendemain de l'arrivée au sommet, je suis pas sûr que la Movistar puisse gérer la course. Donc on va dire que en gros le problème pour Enric Mas c'est que l'étape d'Osimo en l'occurrence, avec la succession de murs de petites côtes, elle intervient au lendemain de l'étape de montagne et quasiment sur la fin de ce Tirreno, puisqu'il restera plus qu'une étape plate pour finir. Donc c'est cette étape des murs, des muritos italiens autour d'Osimo, qui dessinera la fin du classement général. Et il faut être en mesure de contrôler les offensives qu'il pourrait y avoir. Oui, ouais, c'est ça. Il y a plusieurs équipes qui ont vraiment une belle start list avec plusieurs coureurs très bons en montagne. Donc c'est pas du tout sûr qu'ils arrivent à contrôler les Movistar. Et est-ce qu'à l'inverse, Enric Mas, il peut reprendre du temps et aller prendre la tête sur une étape comme ça? Bah, par exemple, imaginons qu'il y a un scénario avec une équipe qui a le maillot de leader avec pas beaucoup d'avance et Enric Mas qui est, je sais pas, deuxième ou troisième à 6 secondes du premier et que l'équipe qui a le maillot de leader contrôle toute la course. Bah, Enric Mas, finalement, il pourrait prendre le maillot de leader parce que ça finit en côte. Je crois la dernière côte, c'est quelque chose du genre 1 km à 8%. Bah, en fait, il pourrait prendre le maillot de leader en attaquant dans la dernière côte et en gagnant l'étape. C'est aussi un scénario qui est envisageable. Bon, après, on verra. Moi, j'ai pas envie de dire que c'est perdu à cause de son équipe, hein, parce qu'on voit bien que l'équipe Movistar, cette année, il n'y a plus Alejandro Valverde, mais ils sont partis pied au plancher. Ça commence très fort, donc on ne sait jamais. Hein. Pourquoi tu as utilisé le mot mais entre il n'y a plus Alejandro Valverde et ils sont partis pied au plancher? Ah non, mais c'est juste que il y a plus la tête d'affiche Alejandro Valverde, et cela étant, ils ont fait un très bon début de saison. Ouais, bien sûr. Moi, je pense même qu'en fait, ils sont meilleurs sans lui, mais ça ne tient qu'à moi. Ce n'est que mon avis, évidemment. Après, genre, si tu mets un petit Ruben Guerrero dans la compo, ça peut être un solide soutien pour Enric Mas. Oh, bah, Je sais pas s'il va être prévu, mais si voilà. c'est le cas, ça serait plus que solide, oui. Ouais, bah, c'est juste que globalement, son équipe, enfin, ils peuvent mettre qui ils veulent, hein, ça me paraît quand même moins fort que Ineos et UAE. Et même Bora, hein, quand même, parce qu'ils viennent avec une très grosse équipe, là, Bora. Bon, c'est vrai que UAE, Bora qui viennent avec plusieurs leaders. De suite ta sélection est un petit peu en dessous si tu n'as qu'un seul leader. Voilà, c'est ça. Mais Bahreïn aussi. Non, parce que Bahreïn, ils ont Lambda, mais derrière, bon, ils ont pas, bon, pareil, ils n'ont pas encore mis toute leur start list. Donc Ouais, c'est un peu compliqué en fait de faire des pronostics en prenant en compte les équipes et le niveau des équipes, vu qu'il n'y a pas encore toutes les start lists. Mais ce qui est sûr, c'est que UAE, Ineos, Bora, ça va être très très fort. Et on va donc terminer ce passage en revue des favoris après Adam Yates et Enric Mas. Théo, pour terminer, qui est-ce que tu choisis? Bah alors, moi j'ai envie de prendre un giga risque, vraiment. Je pense que c'est le risque de ce podcast. On a parlé de Coquard qui était le loser français en World Tour. Maintenant, on va parler du loser ultime en World Tour, Wilco Kelderman. Et c'est lui qui, du coup, on a parlé des équipes, mais il a une très belle équipe avec lui. Et franchement, moi, je pense qu'il peut totalement. Enfin, en tout cas, il a les capacités. Enfin, il a les qualités vraiment pour gagner ce Tirreno. Surtout que maintenant, c'est sa première course dans sa nouvelle équipe. On a vu comment ça a fonctionné chez Jumbo avec Van Barle. Peut-être que ça peut faire pareil. Hein. Donc, franchement, il va bien en chrono. Sur les monts, les petits monts à la fin, avec Van Aert avec lui, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Hein, surtout que lui, il maîtrise bien aussi. Non, sincèrement, je pense qu'il a réellement des chances de l'emporter. Alors, c'est peut-être pas le favori numéro 1, mais je pense qu'il a vraiment des chances de l'emporter. Bon, tu fais la comparaison avec Van Barle. Van Barle sort quand même d'une saison où il a gagné Paris-Roubaix, par exemple. Mais pour Kelderman, il faudra peut-être qu'il ait ses jambes de 2021-2020. Ça lui sera plus favorable déjà. 2022 est un peu plus compliqué, mais avec la... il s'est classé une clavicule comme chaque année. Hein, donc, t'inquiète. Mais oui, après, en passant chez Jumbo, un changement d'équipe, un travail différent, ça peut jouer aussi. On verra, ça sera l'occasion de voir si ça lui fait du bien sur ce Tirreno qui sera sa première course par étape de la saison. Parce que Jumbo a l'habitude de faire courir très peu ses coureurs. Louis Raphaël Wilco Kelderman, c'est un prétendant sérieux ou c'est un coup comme ça, un pari, une pièce jetée en l'air par Théo? Il a pris un risque, hein, il l'a dit.
Donc, Kelderman, moi, je sais pas, je le vois bien faire entre 4e et 7e. Après, j'avoue avoir du mal à l'imaginer vainqueur, mais pourquoi pas, après tout. C'est vrai que chez la Jumbo, ils sont toujours très très bons. Enfin, ils font toujours des entames de saison très très costauds. Et là, pour le coup, il aura une très grosse équipe derrière lui. A priori, je vois pas quel autre coureur pourrait être leader dans l'équipe. Peut-être Van Aert s'il décide de jouer le général, mais ça m'étonnerait parce qu'il prépare les classiques. Donc bon, non, pourquoi pas. Même si moi, je le vois pas vainqueur. Bref, de mon côté, ce qui me fait être prudent concernant Calderman, c'est qu'il n'a pas encore couru cette saison et que du coup, on n'a rien pour juger son état de forme actuel. Et puis, ça se trouve, il sera en condition capable de jouer les premiers rôles, hein, j'en sais rien, mais voilà, ça restera sa course de reprise et donc on est un petit peu dans l'inconnu. Mais en tout cas, c'est une belle prise de risque, et ça, je le salue. Bon, on salue le risque et puis on verra le résultat Ouais, c'est ça. dans 2 semaines. C'est vrai, ouais, t'as tenté, bravo, bien. Bah après, tu vois, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais Wout van Aert, ce sera aussi sa course de reprise, et pourtant, je suis quasiment sûr qu'il va gagner 2 étapes et qu'il terminera hors du top 3 sur seulement une étape. Ouais, Voilà. mais il a la saison de cyclocross dans les jambes, ce qui est un peu différent du cas de Kelderman, qui n'a. C'est vrai. Je pense pas qu'il est dû là. Je pense pas qu'il ait eu la même charge de travail que Van Aert sur les 2-3 derniers mois. Bah, j'espère pour lui, hein, Oui, parce puis, que sinon, il va être un peu cramé. et puis Wout van Aert aussi pour nuancer qui aurait dû reprendre sa saison ce week-end sur le week-end d'ouverture en Belgique et il a décalé sa reprise parce qu'il était malade lors des camps d'entraînement de Jumbo. Il fera pas non plus l'Estrade Bianche, donc pour le coup ça sera lui vraiment, c'est sûr, sa course de reprise Tirreno. Donc bon, il aborde pas en tout cas sous les meilleurs auspices en termes de préparation en ayant été malade ces derniers jours, c'est certain. Après, je pense que la Jumbo fait surtout ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, mais à Oui, mon avis, voilà. quand il reprendra, il sera au top. Ça c'est sûr, c'est le genre d'équipe à ne vouloir prendre aucun risque et assurer autant que possible. Pour finir sur Tirreno, on a aussi là aussi pléthore de coureurs qui seront intéressants à suivre pour les étapes. Comme ça, en vrac, on a du Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, justement, t'as Pidcock, Julien Alaphilippe, et côté sprinter, Jasper Philipsen, Fabio Jacobsen, ou encore Binyam Girmay. Est-ce qu'il y en a un que vous attendez en particulier, en dehors de Wout van Aert, que Raphaël a cité? Ouais, bah, Pidcock, hein. Franchement, j'ai envie de le voir en tant que leader, ce qu'il peut faire sur une course un peu plus. Parce que là, il a été très impressionnant en Algarve sur l'arrivée là sur le mur là à la fin. Vraiment, moi, il m'a bien impressionné, mais du coup, maintenant, j'ai envie de le voir sur déjà une montée plus longue et même sur un tour complet. À voir. Franchement, franchement, j'aurais pu le pick aussi en favori. Ouais, j'avais hésité aussi à le mettre en favori, mais je me suis dit que comme il n'avait pas assez de références sur les courses d'une semaine, bon, j'allais prendre un gars, t'es sûr qu'il va faire top 3, quoi, Adam Yates. Mais alors, un coureur que j'attends vraiment, bah, je veux dire, pour le classement général, bon, bah, j'attends Thibaut Pinot, évidemment. Je sais pas du tout ce qu'il va faire, mais j'ai envie, bah, je suis impatient de voir. Et pour les étapes, ben... t'es pas le seul, ça, j'en suis sûr. T'es pas le seul à l'attendre bah ça, de pied ferme. j'en suis certain aussi. Et puis pour les étapes, ben, ma foi, je vais dire, j'attends Alberto Bettiol pour les étapes accidentées. Bon, même si pour les étapes accidentées, il y a vraiment un plateau très très costaud entre Van Aert, Van Der Poel, Alaphilippe, Girmay, et puis les favoris du général aussi qui vont se mêler à la lutte. Mais Bettiol, bon, quand il est en forme, il est capable de jouer du derrière avec ces coureurs-là. Donc je suis curieux de voir s'il sera à son top niveau ou non. On aura déjà une indication sur l'Estrade Bianche. Mais il a dit en début de saison, si j'ai bien compris, il a dit qu'il avait refait le même programme qu'en 2019 parce que c'est ce qui avait le mieux marché. Donc bon, on va voir si c'est concluant. Mais c'est vrai que si ça marche comme en 2019, ça devrait être pas mal du tout. Il faudra suivre ça de près, en effet. Et justement, Raphaël, pour finir, tu as évoqué vite fait l'Estrade Bianche. On va finir par un petit pronostic de la première course World Tour européenne qui arrive donc samedi, l'Estrade Bianche. Comme ça, alors, on sait que Wout van Aert ne fera pas l'Estrade Bianche, sinon ça devrait être à peu près la même start list que Tirreno Adriatico. Allez, Raphaël,
Pour commencer, qui est ton favori, le vainqueur que tu vois pour l'Estrade Bianche? Moi, je vais dire. Bon, je vais éviter de dire Julien Alaphilippe ou Mathieu Van Der Poel parce que c'est un peu facile. Donc, je vais dire Matej Mohoric. Putain, c'est Voilà, ce que je voulais dire. il a été très en forme sur le week-end d'ouverture. On sait que c'est un coureur très agile. Donc, oh, ouais. Bon, Alors- pour moi, c'est un bon candidat à la victoire. Même si il faut pas qu'il arrive avec Alaphilippe, Van Der Poel ou Pidcock avec lui. Parce que sinon, il se fait battre dans le dernier mur. Ouais, le mur final, il est rude. Hein. Théo, tu t'es fait voler, subtiliser Matej Mohoric, j'ai bien compris. Alors si c'est pas le Slovène. Du coup, pareil, pour pas dire, on va dire, Alaphilippe et Van Der Poel qui me paraissent un peu les deux favoris. Parlons de Benoît, parce que et partons sur Benoît, parce que il a quand même gagné Kurn en étant assez costaud et il a déjà gagné l'Estrade, donc pourquoi pas une deuxième fois. Et Louis, pour terminer? Alors moi, je vais dire Tim Wellens. Il a fait à de nombreuses reprises top 15 sur cette course. Il a déjà même fait un podium. C'était en 2017. Et je le trouve assez en forme sur ce début de saison. 5e de Kurn notamment. Donc ouais, il est en condition, Tim Wellens. Et je pense que ce sera la carte maîtresse de UAE en l'absence de Pogacar. Donc ouais, Tim Wellens pour moi. D'ailleurs, Tim Wellens qui apparemment enchaîne Strade et Paris-Nice. Ouais. Donc gros, on verra. Alors bon, ça on fait avec les start lists qui sont Oui, c'est ça. qui Pour l'instant, c'est ce que qui sont de c'est ce qui dispo est pour inscrit. l'instant. Voilà, on est en début de semaine, il va se passer encore quelques jours. On verra d'ici l'officialisation des start lists. Peut-être qu'il y a un des coureurs que vous avez cité qui ne fera pas la course. Et puis tant qu'à faire, vous disiez je veux pas dire Alaphilippe, je vais pas dire Van Der Poel. Eh ben je vais y aller, je vais dire Alaphilippe. Quand même, hein. Voilà, on va pas se priver d'une victoire de Julien sur l'Estrade. Parce qu'en fait, on voulait pas se mouiller entre Alaphilippe et Van Der Poel, lequel va gagner. Oh, Alaphilippe, il a déjà gagné cette année, il est lancé, c'est bon. C'est parti, c'est parfait. On peut dire Van Der Poel, il est champion du monde de cyclocross, il est sur sa lancée, c'est parti, c'est parfait. Hein. Voilà. Van Der Poel, sur les dernières saisons, en général, sa course de reprise, il est pas dégueu, hein, franchement. Les deux seront à suivre de près, hein. Ça, c'est une certitude. On a envie de revoir un duel comme en 2021. Ouais, et puis tant qu'à faire, allez, j'ai envie de vous dire, un petit Valentin Madouas qui attaque à 40 km, il se fait cette intensité, il se fait de l'endurance. Ouais, une petite attaque avec Magnus Sheffield, là. Et avec Quinn Simmons aussi, et Attila Valter. Ça... Ça fait partie. Quinn Simmons, pour le coup, ça fait partie spécialiste de cette course-là, j'ai l'impression. Enfin bon, il est jeune, hein, mais je crois qu'il a participé 2 fois, et 2 fois, il a été vraiment costaud. Donc c'est-à-dire que là, Raphaël, tu m'as écrit précisément le scénario que tu imagines, le scénario que tu veux. Oh non, c'est pas spécialement le scénario que je veux. Hein, Attends, pour compléter, ça sera qui les échappés, du coup, les échappés matinaux? Les échappés, attends, je regarde la start list et je te dis immédiatement. Ariane Levins dans l'échappée, moi je le sens bien. En échappé, ma foi, il y aura sûrement Peter Kelemen. Le fameux, hein. Petr Kelemen, hein, le tchèque. Hein, bien sûr. J'aime bien l'aplomb avec lequel tu dis ça, tu dis, ah, lui, c'est sûr, il sera dans l'échappée. Marco Zoccarato. Frigo et Samuele Zoccarato. Mais après, c'est un peu compliqué, il n'y a pas encore les start lists complètes des conti italiennes, hein, donc je peux Bon. pas faire un pronostic Allez. précis. On va dire qu'on aura au moins un coureur de Deolo, de Green Project et de Q36.5. Hein. Exactement, il y aura Lorenzo Rota aussi. Ah, bah pourquoi pas, voilà. Ce qui peut être sympa, c'est de voir un Ewan Kostiou. Je vois qu'il est sous la start list provisoire. Pourquoi pas? Il a montré de belles choses ces derniers temps. Donc pourquoi pas un petit Ewan Kostiou? Voilà, 20 ans, première participation sur l'épreuve. C'est l'occasion de prendre de l'expérience et de se faire plaisir à l'avant. Côté Arca Samsic, pour préciser. Ah bah, très bien, voilà, on a tout cité, on est même allé chercher les candidats à l'échappée. Donc, qu'est-ce qu'on ferait pas pour vous? Bon, bah, très bien. Avec tout ça, on va arriver à la fin de ce podcast. On reprend tranquillement le rythme traditionnel. Pour le prochain podcast, on se retrouvera donc d'ici 2 semaines après Paris-Nice et Tirreno Adriatico pour faire le bilan de ces 2 courses par étape avant Milan-San Remo qui arrivera ensuite, le premier monument de la saison. Donc Louis, Raphaël et Théo, je vous remercie d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast.
Et donc, chers auditeurs, pour le prochain numéro de Chasse Patate, donc on se retrouve d'ici 2 semaines, et en attendant, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ça change pas, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup, et à bientôt dans Chasse Patate.